Ça, c'est le Mercedes EQA 100% électrique, un petit SUV compact à moins de 47 000 €. Je voulais voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, donc j'ai fait un trajet de 500 km sur autoroute pour le tester en conditions réelles. Alors, est-ce que ce SUV électrique vaut toujours le coup en 2024 ? Eh bien, réponse tout de suite. Bon les amis, après cette petite introduction, nous sommes dans l'EQA. Vous connaissez maintenant le format road trip. Voilà, je suis au Parc Presse, je viens tout juste de récupérer la voiture. On a toujours cette odeur très particulière dans les Mercedes, une odeur voilà, très atypique. L'ADN de la marque, c'est marrant, dans chaque voiture que je teste, on a une odeur différente, c'est marrant. Les yeux fermés, je pourrais dire que c'est une Mercedes. Donc voilà, on a un intérieur qu'on connaît bien. C'est la première fois, enfin qu'on connaît bien, oui et non, parce que c'est la première fois que je teste un EQA. Mais je dis qu'on connaît bien parce qu'on retrouve globalement la même ergonomie, les mêmes volants, la même interface MBUX qu'on connaît bien maintenant, les réglages des sièges sur les portes, voilà, on connaît bien. On rentrera en détail sur tous ces points dans la vidéo essai, comme d'habitude, ici c'est le road trip. Je pars avec une batterie pleine avec 99% de batterie. La voiture m'annonce 484 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors on a différents modes. Alors ici j'appuie sur Dynamic, donc sport individuel. Nous on va se mettre en confort, ça sera parfait pour notre test, la clim en auto, etc. On va pas se limiter. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une boucle. On va aller jusqu'à Bruxelles, un petit peu à l'est de Bruxelles. On va contourner et on va remonter dans le nord à Dunkerque. Voilà, ce qui nous donnera quand même une plutôt bonne impression. Ça simule voilà, un départ en week-end. Voilà, départ en week-end en électrique, 500 km à parcourir, voilà. Donc j'y connais rien à l'électrique, admettons. Voilà, j'y connais rien, aucune planification. Parce qu'on a un planificateur dans cette voiture. Mais moi, j'ai rien préparé à l'avance, hein, forcément. Donc je mets Bruxelles, ça sera la première étape de notre trajet. Hein. Voilà, on va pas faire pour l'instant un trajet planifié jusqu'à Dunkerque, on va mettre déjà Bruxelles. Et une fois qu'on sera à Bruxelles, on pourra planifier le reste du trajet. Donc là, on est habitué dans les Mercedes électriques, donc de la gamme EQ, à avoir un petit rectangle avec directement les informations de conduite, donc niveau de batterie, recharge sur le trajet, etc. En l'occurrence ici, je pense qu'on n'aura pas besoin de recharger pour aller jusqu'à Bruxelles. Ah si, la voiture me propose un arrêt recharge. Alors là, c'est assez marrant. 16h06, pourquoi 16h06 ? On va ici, prévoir point de charge, état de charge à destination. Donc là, on peut régler le pourcentage à la borne de recharge. Nous, on va mettre 15%. Voilà, et là, on peut bien entendu sélectionner. Et à destination, vous voyez, 50%, c'est un peu abusé. Moi, je vais mettre 15%. Ah, par contre, ça me paraît vachement tard. Donc là, il me propose quoi ? Par contre, au niveau des horaires, une arrivée à 18h43 à Bruxelles, éviter les autoroutes. Ah bah oui, ça, c'était coché. Donc là, je vais décocher éviter les autoroutes. Et là, il y aura un recalcul du coup. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Hein. Voilà, là, on a quelque chose de plus correct. Donc une arrivée à 13h52 à Bruxelles, ce qui est cohérent puisque il est 10h23. Et là, à 13h06, un arrêt recharge Ionity, qu'on connaît bien, qu'on connaît très bien. Cette aire-là, je la connais. Eh bien, écoutez, moi, ça me semble pas mal. Ça nous laissera une arrivée donc à 18% de batterie jusqu'à 33. Et ensuite, on ira à Bruxelles pour une arrivée à 20%. C'est normal, j'ai mis Bruxelles comme point de destination. Mais évidemment, ici, on va faire une recharge qui sera plus longue, hein, puisque ça nous laissera le temps de manger. Donc, une recharge en temps masqué, ça, c'est génial. Donc là, on a le temps de rouler jusqu'à Ionity. En l'occurrence, si la voiture consomme plus que ce qui est prévu, elle va nous proposer un arrêt recharge avant. Ou à l'inverse, si on consomme moins, un arrêt recharge après. En l'occurrence, ici, aujourd'hui, il fait très beau, très sec. Donc, on devra avoir de très très bonnes consommations. J'ai remis mon trip à 0, évidemment, juste ici. Donc voilà, je peux parcourir 265 km avant mon premier arrêt recharge. Donc une fois, il est 10h24, arrêt à 13h06, ça nous laisse 2h30 de route, ce qui est vraiment parfait. Voilà, 18% de batterie à l'arrivée. Écoutez, on commence à prendre la route et on se reprend juste après pour les premières impressions et surtout parler de la version que j'ai ici dans laquelle je suis assis plutôt. Voilà, bah écoutez, let's go, on se met en drive et c'est parti. Bon, alors j'ai fait quelques kilomètres déjà là dans l'EQA. Bon, on est dans les bouchons parisiens, mais après la circulation va se fluidifier. Donc j'en profite pour vous parler des versions, en tout cas de ma version d'essai. J'ai une version 250 plus avec ici une belle finition. Je crois qu'on est en AMG Line, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de versions de finitions différentes. Alors c'est ça l'avantage chez Mercedes, c'est qu'on peut vraiment personnaliser son véhicule à sa convenance. Finalement, il y a beaucoup de versions. Mais globalement, 250 plus, c'est quoi ? C'est qu'on a le moteur donc de 190 chevaux, c'est une traction, donc une architecture relativement
classique. Et on a 70,5 kWh de batterie, on en reparlera juste après. Au niveau des autonomies WLTP, c'est intéressant et important aussi d'avoir ça en tête. C'est que la voiture a sur le papier une très bonne autonomie, hein, puisqu'on est à 551 km d'autonomie en cycle mixte et plus de 700 km en cycle urbain, ce qui est vraiment pas mal. Et pourquoi je voulais vous parler de la taille de la batterie? Parce que justement là il y a quelques semaines je sors d'un essai en BMW iX2 qui est globalement l'un des concurrents de ce Mercedes EQA. BMW iX2 qui repose sur la même plateforme que le iX1, donc vraiment très comparable encore une fois à l'EQA. Et BMW et Mercedes ont fait un choix quand même différent, c'est que BMW lui propose une batterie qui est quand même relativement limitée, en tout cas sur le papier, sur sa voiture, puisqu'on a 64 kWh de batterie. Mercedes a pris le pari entre guillemets de proposer une plus grosse batterie. Alors oui, on n'a pas 20 kWh supplémentaires, mais on a 70,5 kWh, ce qui est quand même pas négligeable. C'est toujours ça de prix, ça propose toujours globalement plus d'autonomie sur le papier, parce qu'on a un réservoir qui est du coup un petit peu plus gros. Et ça, c'est la batterie, enfin ça c'est la capacité nette, hein, 70,5 c'est la capacité nette. Donc voilà, ce qui est vraiment pas trop mal dans un format qui reste relativement compact. Donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'on a comme autonomie. Et en plus c'est d'autant plus intéressant que ce trajet-là, je l'ai fait il y a 2 semaines avec le BMW iX2. Donc exactement le même trajet, la même boucle. Donc on pourra peut-être croiser un petit peu les informations entre les deux voitures. Donc ça c'est quand même vachement intéressant. Bon, au niveau des prix, hein, ici, ma version coûte 63 000 €. Donc voilà, on est assis dans une Mercedes. Donc oui, c'est un petit peu coûteux. Faut être honnête. Mais voilà, c'est un véhicule qui se veut quand même être premium. Mais vous inquiétez pas, les versions d'entrée de gamme, réellement d'entrée de gamme, sont plus accessibles, hein, et débutent à moins de 47 000 €. Ce qui fait que la voiture est éligible au bonus écologique et finalement, ça en fait pas du tout un véhicule inintéressant. Clairement, il n'est pas inintéressant ce Mercedes EQA justement au niveau des tarifs en entrée de gamme. Alors bien entendu, les versions d'entrée de gamme seront bien moins équipées. Moi ici, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai le maintien de voie, on en parlera après. On a les beaux équipements, les belles finitions. Donc oui, ça fait plaisir. Mais voilà, à voir ce qu'on a en entrée de gamme, mais ça reste quand même plutôt correct. Bon, ça y est, je suis sorti de l'enfer parisien. Me voilà maintenant sur l'autoroute A1. Là, je peux rouler à 130 km/h. Jusqu'à maintenant, c'était 110. Donc là, encore une fois, on ne va pas tricher. Il y aura une grosse partie à 130. Donc en France, après, forcément, on va passer la frontière belge. Donc ça sera 120. Et là, ça me permet de vous parler des aides à la conduite avec donc ce EQA. Alors donc, on est habitué, hein, chez Mercedes. J'avais testé donc le QE, le QE SUV. Là maintenant, le QA. On retrouve encore une fois globalement le même système. Donc on a le maintien de voie automatique. Alors ici, j'ai l'impression qu'il est légèrement moins précis. Vous le voyez. C'est-à-dire qu'on a un tout petit rebond entre les lignes. J'avais pas noté ça sur le QE SUV. Il me semble pas avoir noté ce souci entre guillemets. On va le tester. Regardez, là je suis sur la voie du milieu. Il y a un poids lourd que je vais devoir doubler là-bas. Bon là ça va, quand on est bien placé finalement ça se passe bien. Mais parfois quand il y a des poids lourds ou un peu de véhicules autour, on a un petit peu d'hésitation. Ça sera vérifié. Je viens de prendre la voiture. Encore une fois il y aura la vidéo essai pour ça, où j'aurai un récap sur plusieurs jours d'utilisation. Mais voilà, elle anticipe bien les véhicules autour. Quand on double, tac, je me mets sur la voie de gauche, elle se reconnecte très rapidement. Ça c'est intéressant, c'est pas le cas de BMW. En tout cas du iX2 où il y avait un certain délai entre le moment où on double et le moment où elle se reconnecte sur la voie. Mais voilà, globalement, ça marche très bien, c'est très efficace, c'est agréable à utiliser. Sur long trajet, ça sera reposant. Bon, on va regarder si déjà on a un volant capacitif ou alors s'il faut insister. On verra comment ça se passe. Donc là, la voiture me demande de mettre les mains. Ah ouais, volant capacitif, ça se voit tout de suite. On pose les mains, tout de suite la voiture détecte, donc ça c'est cool. Et un autre truc que j'aimerais vérifier quand les conditions seront respectées, c'est de voir si la voiture double par la droite ou pas. Parce que certaines aides à la conduite de certaines marques, comme le Travel Assist de Volkswagen et le Drive Assist Pro et Drive Assist même classique de BMW, empêchent de doubler par la droite. Donc dès que les conditions s'y prêtent, je vais tester ça. Alors, parlons des consommations quand même. À 110 km/h là, au départ de Paris, sur 40 km environ, 15,2 kWh au 100. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. On connaît un Mercedes clairement pour ça. Toutes les Mercedes que j'ai testées étaient globalement efficientes. Donc là, clairement, ce Mercedes EQA, malgré son profil de SUV compact, devrait être plutôt efficient. Bon, on verra comment ça va se passer, mais 15,2 sur un usage urbain et sur du 110, c'est vraiment pas mal du tout, clairement. Vous voyez là, il y a la Clio qui est sur la voie du milieu. Moi, je roule un petit peu plus vite qu'elle. On va voir si elle double par la droite ou pas. Ça va être intéressant de voir. J'ai pas l'impression que la voiture
Voilà, là clairement on double par la droite. Donc voilà, ça c'est moi qui arrête parce que c'est interdit, vous le savez, de doubler par la droite. Donc je ne vais pas le faire, mais clairement là la voiture double par la droite. Donc on aurait aimé au moins même un petit message nous indiquant de reprendre le contrôle ou juste d'éviter de doubler par la droite. Mais là en l'occurrence la voiture double. Voilà. Bon, peut-être une mise à jour pour améliorer ça, Mercedes. Alors d'ailleurs les amis, on le voit sur l'écran là, que finalement on devait arriver avec 18% et en fait ça ne fait qu'augmenter. C'est dingue. Là on arrive avec 21%, donc vous voyez qu'on est large. Une arrivée avec voilà 21%, 212 km à parcourir et 13h04, ça sera l'heure d'arrivée. Parfait pour manger encore une fois. Très clairement ça se passe bien et je pense que cette vidéo va se passer à merveille, je l'espère. Bon les amis, nouveau petit point, franchement ça se passe encore hyper bien. Globalement, qu'est-ce que ça donne? Point conso, 17,6 kWh au 100 à 130 km/h, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai parcouru donc 157 km, déjà ça fait 1h40 que je roule. J'arrive toujours aux alentours de 13h, 13h01 précisément, avec 28% de batterie. Donc on voit clairement qu'on est large. On a pris 10% je crois par rapport au départ à Paris. Donc clairement, on voit que la voiture consomme moins que ce qui est prévu, donc c'est cool. Et 17,7 kWh au 100, c'est pas mal du tout, très clairement c'est pas mal. Et encore une fois l'avantage, je vous parlais tout à l'heure de la taille de batterie, c'est-à-dire que sur un véhicule, ayant une plus petite batterie, avoir une faible conso c'est intéressant. Mais le problème c'est que vous allez quand même devoir vous arrêter. Bon, certes, c'est discutable, les grosses batteries, petites batteries. Il y a une team petite batterie aussi. Moi, je fais partie, voilà, je suis assez. Ça dépend des usages. C'est-à-dire que sur une petite micro-stadie, d'avoir une petite batterie, c'est pas vraiment gênant. Par contre, sur ce type de véhicule-là, il faut avoir de la batterie. Clairement, c'est un véhicule qui est fait pour rouler. On est bien installé, on a tout ce qu'il faut pour rouler. Ce serait vraiment dommage de se sentir un petit peu bloqué à cause d'une petite batterie, même si on a une faible conso. Si là, j'avais 50 kWh de batterie, bon, je serais déjà presque obligé de m'arrêter entre guillemets. Alors que là, je peux encore rouler. Donc là, avec mes 70 kWh de batterie, j'ai assez pour rouler, j'ai assez pour aller directement à ma station de recharge sans se poser de questions, sans voilà, stresser ou se dire est-ce que ça passe pas, etc. Ici, voilà, j'arrive avec 28%, je m'arrêterai clairement parce que j'ai envie de m'arrêter, j'en aurai marre et j'aurai faim. Vous savez, j'aime bien manger, il faut que je me rabatte à droite aussi, c'est important. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que ça va être l'heure du midi, mais avec 28%, vous vous doutez que je peux encore rouler. Et en électrique, s'arrêter avec 30% de batterie, c'est pas hyper optimisé. Donc là, j'ai de la marge, mais ça me permet de rouler. Ça me permet d'avoir de la marge, ça me permet aussi de rouler lorsque les conditions sont plus difficiles. Là, il fait beau, c'est facile. Mais l'hiver, avec du vent, de la pluie, des passagers, du froid, et bien avoir 70 kWh de batterie, clairement, on est content. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vais aller sur ma station de recharge. On verra comment ça se passe. On verra si la voiture lance un préconditionnement de batterie. J'en sais rien. En tout cas, sachez que la recharge, ça sera peut-être discutable. On en reparlera justement en arrivant à la station. Moi, je vous reprendrai d'ailleurs sur la station de recharge. Je vous mets un petit time-lapse, tac, on va jusqu'à la station de recharge qui se situe donc à 102 km d'ici, donc ça va aller relativement vite. Et on parlera de la recharge, même si c'est du temps masqué, on verra si elle recharge vite ou pas. Et on parlera justement du concept de temps masqué. Ça y est, il est 12h58, j'arrive tranquillement sur la station de recharge. Alors ce qui est bien, c'est que dans le planificateur, enfin dans le GPS, même lorsque vous ne mettez pas de destination, la voiture vous indique les bornes de recharge, les stations avec la disponibilité. Donc là, je sais déjà qu'il y aura quelques voitures en train de recharger puisque toutes les bornes ne sont pas libres. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. En un coup d'œil, on voit directement comment ça se passe. Et clairement, le planificateur Mercedes, c'est l'un des plus poussés. Vraiment, il est assez impressionnant. Alors là, on arrive, station Unity. Encore une fois, planificateur hyper précis, j'arrive. Là, j'ai 32% de batterie. Encore une fois, c'est une Air Unity que j'apprécie pas énormément. Déjà, Unity en Belgique, ça coûte une fortune. On est à 79 centimes du kilowattheure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous le voyez. En fait, ça va. Il n'y a pas grand monde non plus. Alors, je vais aller sur cette borne-là. Donc voilà, écoutez, c'est dingue. Alors, apparemment, génial ce planificateur, sérieux. Là, elle me dit brancher le câble de recharge pour démarrer le processus de charge avec le logo Plug and Charge. Donc, théoriquement, on a le Plug and Charge. Bon, on va vérifier. Donc, j'éteins le véhicule. Je vous décroche. La trappe est ici. Voilà, hyper bien fait. On prend le connecteur. Tac. Là, ça me met connexion OK. Mais après, est-ce que ça va se lancer? Alors, ça n'a pas l'air parce qu'on n'a pas le petit clac.
Alors là, on a des bornes de nouvelle génération de l'autre côté. Ah bah si, ça marche, c'est bon. J'allais dire, ouais, on est sur les anciens modèles de bornes, donc ça marche pas, mais en fait, si. Donc là, la puissance est en train d'augmenter. Donc on voit 60, 70. Donc là, forcément, elle me dit que je dois rester 8 minutes. Mais encore une fois, nous, on va jusqu'à Dunkerque. Donc on va rester. Et puis de toute manière, recharge en temps masqué, encore une fois, je vous l'ai dit, recharge en temps masqué, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on recharge, mais sans avoir à attendre la voiture, puisque l'objectif ici, c'est de manger quand même un petit bout. Donc dans tous les cas, je me serais arrêté, que ce soit en thermique ou en électrique. Là, on le voit, 93 kW. 94. Et la voiture est donnée pour 100 kW. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais la voiture est donnée pour 100 kW sur le papier. Et 100 kW sur le papier, c'est pas énorme. Donc on verra ce que ça donne. Je vous mettrai un récap de recharge en dessous. Encore une fois, la batterie est grande. Donc finalement, on aurait pu encore rouler. On voit qu'on prend quand même 100 kW à 35% de batterie. C'est pas mal. Voilà, tout est indiqué. Ici, on a encore l'indication. Enfin franchement c'est génial quoi, c'est vraiment génial. Écoutez, moi je vais manger mon petit bout, je vais prendre ma petite pause. Ça fait quand même 2h30 que je roule, même plus de 2h30. Voilà, clairement, voyager en électrique, vous le voyez, les doigts dans le nez. Bon les amis, voilà, la recharge est terminée. Hyper simple quoi, on nous dit ouais l'électrique, faut attendre la recharge, machin. Vous voyez, en optimisant un petit peu, là en prenant la pause déjeuner pendant la recharge, ben c'est comme si je n'avais pas rechargé. Vous le voyez, plein de voitures thermiques là sur le parking. Voilà, les gens mangent, hein. Il est l'heure. Là il y a quelqu'un en Volvo qui est en train de manger son sandwich. La voiture ne recharge pas. Ici, moi, j'ai rechargé. Donc, recharge en temps masqué, donc on ne peut pas reprocher ça à l'électrique. C'est que clairement, oui, là, sur un trajet de 1000 km, j'aurai d'autres recharges où je vais devoir attendre la voiture. Mais là, sur un trajet, partant en week-end, en vacances, etc., où est le problème? Le seul problème, effectivement, qu'on pourra reprocher, là, c'est le prix de l'énergie. En Belgique, en prix brut, 79 centimes du kilowattheure. Si vous n'avez pas d'abonnement particulier, ouais, ça coûte vraiment une blinde. Clairement, ça coûte une blinde. Faut être honnête et transparent. 79 centimes, c'est une fortune. En l'occurrence, Ionity propose Ionity Passport. C'est un abonnement à 6 €. Voilà, si vous voulez faire un long trajet, c'est sans engagement. Vous faites un long trajet, aller-retour, 1000 km, admettons. Ça peut être rentable clairement dès la première utilisation. Donc clairement, voilà, ça vous permet d'économiser 20 centimes sur chaque kilowattheure. Donc finalement, en France, ça sera vachement intéressant puisqu'on sera à 39 centimes du kilowattheure. Ici en Belgique, on tombe du coup au prix français de 59 centimes du kilowattheure. En l'occurrence ici, moi, j'ai une Mercedes. Donc avec Mercedes, j'ai une carte, c'est Mi-Charge, je crois. Je crois que c'est ça, c'est Mercedes Mi. Et du coup, cette carte Mi-Charge permet d'avoir des tarifs préférentiels selon la formule que vous aurez choisie, bien entendu. Donc là, c'est vachement intéressant. Moi, je vous affiche le prix brut, je vous mets le prix avec l'abonnement. Ça, vous avez toutes les infos. Mais oui, effectivement, ça coûte cher. Si vous n'avez pas d'abonnement, attention lorsque vous voyagez. C'est pour ça que les véhicules qui consomment peu, qui sont efficients, c'est très important. Je répète toujours à peu près la même chose, mais c'est très important. Les véhicules qui consomment peu sont donc beaucoup plus intéressants financièrement sur le long terme. C'est pour ça que les Tesla cartonnent autant. Elles consomment peu et elles ont le réseau de superchargeurs qui propose un prix du kilowattheure vachement intéressant. Donc il n'y a pas de secret. Là, je pars avec donc 78%. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Dunkerque. Je ferai peut-être un petit détour parce qu'on ne sera pas à 500 km sinon. Je vais peut-être contourner la Belgique, le Bruxelles. Je vais voir déjà où la voiture me fait passer. Ouais, forcément, elle me dit de faire demi-tour. Donc, je vais continuer à mettre Bruxelles. Hein. Et une fois qu'on aura dépassé Bruxelles, je vous ferai un petit point. On relancera l'itinéraire et ça sera très très bien. Allez, c'est parti. Je mets Bruxelles. Il reste 54 km. Voilà. Moi, je vous reprends une fois que j'ai dépassé Bruxelles. On lance le planificateur et on voit ce que la voiture nous propose. C'est parti! Bon les amis, ça y est, je suis bien arrivé à Bruxelles. J'ai fait un petit peu le tour du côté de l'aéroport. Comme ça me fait une plus grande boucle. Globalement, ça se passe plutôt bien. J'ai mis ma destination Dunkerque dans le GPS. Globalement, j'arrive avec 21% de batterie à destination. Donc, j'aurai pas besoin de recharger pour arriver là-bas. Il me reste 150 km environ. Donc, c'est pas énorme. Mais on fera une charge à destination ensemble pour refaire un test de charge justement avec le QA et ne pas rester sur cette simple recharge qu'on a faite ce midi. Voilà, on va faire une recharge de 20 à 80% et voir combien de temps ça prend à peu près. Voilà, ça sera plutôt intéressant. Encore une fois, ça se passe plutôt bien. On pourra faire aussi un point tout à l'heure, encore une fois, sur les aides à la conduite. Ça marche bien, mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est légèrement moins précis. Ça hésite un petit peu plus, donc finalement, c'est un peu moins agréable que ce que j'avais découvert dans le QE SUV notamment. C'est le seul reproche que je pourrais faire là-dessus. Sinon, vraiment pour le reste, l'assise, etc., je suis vraiment bien installé. En plus, j'ai même pas pensé à mettre la rallonge d'assise parce qu'on a bien une rallonge d'assise et ça, c'est quand même agréable, c'est reposant. Toujours 17,3 kWh de conso. Tout à l'heure, on est monté à 18 kWh de consommation à 130 km/h pur. Donc voilà, 18, c'est plutôt correct. Encore une fois, avec 70 kWh de batterie, ça vous offrira dans ces conditions-là 3 heures de roulage sur autoroute, ce qui est franchement extrêmement correct.
Je suis assez surpris. J'ai pas eu de message pour le préconditionnement de batterie ou autre. Je sais pas si cette voiture en est équipée. J'irai chercher 2-3 infos. Mais à voir ce que ça donne en conditions hivernales, puisque là il fait globalement bon, il fait 20 degrés. Donc pas besoin de préconditionnement. Mais à voir ce que ça donne en conditions hivernales. Je sais pas si cette voiture est équipée de préconditionnement. Bon allez, moi je continue à rouler. Je sors maintenant de l'enfer bruxellois. Et on se reprend tout à l'heure. Bon les amis, c'est le dernier point de cette vidéo. Je suis toujours sur la route. J'arrive dans 31 km. Une arrivée avec 25% de batterie à 15h54 et je ménage pas la voiture, hein. Je roule vraiment bien, de bonnes reprises, je mets souvent le pied dedans pour dépasser. Clairement niveau puissance ça va, il y a tout ce qu'il faut, 190 chevaux c'est bien, c'est pas mou, c'est pas non plus surpuissant, vous voyez là je mets le pied dedans. Voilà, c'est pas exceptionnel du tout, mais c'est suffisant. Je suis agréablement surpris par la voiture, 17,5 kWh au centre de conso. Clairement on a largement de quoi rouler. Je m'attendais vraiment pas à ça, franchement. Je connaissais pas trop le QA, je me suis dit, bah voilà, ça doit être un petit SUV compact, pas énormément d'autonomie, pas une grosse batterie, etc. Finalement, Mercedes a fait un bon choix. Et Mercedes, on le voit, fait le choix de mettre des grosses batteries dans ses voitures et du coup, il n'y a pas de secret. Grosse batterie égale bonne autonomie. Donc franchement, ça se passe plutôt bien. Que dire de plus? On va voir la recharge quand même. Je suis curieux, on va faire un 25-80%. Voir combien de temps ça prend. Bon, ça y est les amis, je suis arrivé à destination. Ça fait du bien quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a parcouru? On a parcouru 485 km au total. Bon, j'arrondis à 500. Voilà, on n'est pas à 15 km près. De toute manière, il me reste 24% de batterie. Donc, j'aurais bien entendu fait exactement la même chose en faisant 500 km. Depuis mon dernier arrêt recharge, on a parcouru 221 km. C'est pas mal du tout. Et la consommation, on est à 17,7 kWh au total sur ce trajet, ce qui nous donne 400 km d'autonomie au maximum sur autoroute. Et plus largement, il faudra tabler avec une marge de sécurité, 350 à 370 km d'autonomie sur autoroute entre chaque grosse recharge quand même, parce qu'il faudra être dans une plage de batterie de 10 à 90-95% de batterie à peu près pour avoir cette autonomie là, donc c'est vraiment pas mal du tout. Évidemment là c'est 500 km, donc ça reproduit encore une fois un départ en week-end, un petit départ en vacances on va dire. Forcément en faisant 1000 km etc, ça sera peut-être un petit peu différent. C'est pour ça qu'on va aller maintenant brancher la voiture et voir comment ça se passe. Cette fois je prends la carte parce que le plug and charge ne fonctionnera pas puisqu'on n'est pas chez Ionity. Hop là, c'est parti. Donc on éteint le véhicule, alors on scanne. C'est marrant, on a un petit peu le même défaut que dans le iX1 et iX2, c'est que la tension n'est pas très élevée à la tension de la voiture. On le sait, les voitures électriques c'est 400 ou 800 volts généralement. Là on n'est même pas à 400 volts. Pourtant voilà, il reste 24% de batterie. La puissance monte tranquillement, on est sur la borne 150. Vu que la voiture prend 100 kW, c'est pas vraiment gênant du coup. 85, 92, 97, c'est pas mal. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. C'est tout ce qu'on aura dans ce EQA, 97,6 kW de puissance. Bon voilà, d'ailleurs un petit point sur la recharge que j'ai faite donc à destination. On voit que l'EQA est clairement pas performant là-dessus puisque j'ai mis 33 minutes pour faire 25 à 80% et j'ai récupéré 43 kWh dans la batterie. Ce qui me permet quand même de rouler pas mal derrière, mais c'est vrai que sur un 10 à 80%, c'est quand même assez long, faut être honnête, et ça peut être quand même assez handicapant sur long trajet. C'est pour ça, voilà, ça mérite de creuser un petit peu là-dessus, mais clairement, ça sera l'un des points négatifs, si ce n'est le plus gros point négatif de ce Mercedes EQA. Bon les amis, je vous affiche encore une fois le débrief de ma recharge. Je vais attendre jusqu'à 80% de batterie. Je vous affiche aussi le tableau récapitulatif au total de ce trajet avec le coût au 100, la durée, etc. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous laisse mettre pause pour regarder ça tranquillement. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, la vidéo SR arrive très prochainement, donc abonnez-vous, c'est super important. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!